Mesdames et messieurs, bonjour. Goedemorgen iedereen. We zijn nu vrijdag 15 mei. Bedankt om hier aanwezig te zijn. Bedankt om nog ons te volgen voor meer informatie te krijgen. En ik zal direct het woord geven aan Steven van Gucht om meer informatie rond de pandemie. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Ik zou vandaag willen beginnen met het presenteren van de evolutie van het aantal afwezigheden op het werk bij het overheidspersoneel. Zoals u weet gebruiken we dit als een vroege indicator om op te merken of er al dan niet een verhoogd aantal griepachtige aandoeningen is onder de bevolking of redenen om thuis te blijven omwille van ziekte. Het is een indicator die elke dag wordt gerapporteerd, dus dit kunnen we in real-time opvolgen. De donkergroene lijn op de figuur toont de evolutie van het absenteïsme of het ziekteverzuim bij Belgisch overheidspersoneel. En zoals u kunt zien is deze indicator de voorbije week heel stabiel gebleven. Er zijn geen indicaties dat er meer ziekte is onder werknemers. Op de volgende figuur ziet u de evolutie van het aantal consultaties bij de huisarts voor griepachtige klachten. Zoals u weet, momenteel circuleert er geen griepvirus. Dus als mensen griepachtige klachten vertonen, is de kans veel groter dat het gaat om een infectie met het SARS-coronavirus 2, om COVID-19 dus. Ook hier zien we dat het aantal consultaties bij de huisarts vrij stabiel blijft in de voorbije week en is er niet echt een verhoging waar te nemen op dit ogenblik. Dus ook deze indicator zit momenteel nog goed. De volgende figuur toont het aantal uitgevoerde COVID-19-testen. De voorbije 24 uur werden er 21.686 testen gerapporteerd. Daarvan werden er 11.338 uitgevoerd door de klinische laboratoria en 10.348 door het federaal testplatform. De volgende figuur toont de evolutie van het aantal nieuwe bevestigde COVID-19-besmettingen. De voorbije 24 uur werden er 356 nieuwe besmettingen gemeld. De voorbije dagen blijft de trend van het aantal besmettingen dalend en neemt af met ongeveer 10% per dag. Op de volgende figuur ziet u de evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis omwille van COVID-19. De voorbije 24 uur waren dat er 67. Ook hier blijft de trend van het aantal nieuwe opnames dalend en neemt nu af met ongeveer 8% per dag. De volgende figuur toont de evolutie van het aantal patiënten in intensieve zorgen. De voorbije 24 uur verbleven er in totaal 380 patiënten op intensieve zorgen. Daarvan werden er 231 beademd. De trend van het aantal patiënten op intensieve zorgen blijft ook dalend, neemt af met ongeveer 4% per dag. En tenslotte de figuur met het aantal overlijdens omwille van COVID-19. De voorbije 24 uur werden er jammer genoeg opnieuw 56 overlijdens gerapporteerd. Maar ook hier is de trend dalend en de trend van het aantal overlijdens neemt af met ongeveer 6% per dag. En om af te sluiten zouden we u nog wat informatie willen meegeven in verband met de sterftegraad in België en andere landen omwille van COVID-19. Zoals u weet heeft België een hoog sterftecijfer. We werden duidelijk heel zwaar getroffen door het virus, ergens vanaf begin maart. We zijn een dichtbevolkt land. We hebben een sterk verouderde bevolking. Dit weegt door in de cijfers. Maar het is toch ook belangrijk om te vermelden dat er in heel wat andere landen een duidelijke onderschatting was van het aantal overlijdens omwille van COVID-19.
Dit wordt onder andere geïllustreerd door deze tabel die gepubliceerd is in The Economist. Wanneer we kijken naar de cijfers van de absolute oversterfte, dus het totaal aantal overlijdens die gerapporteerd worden in een land, dan zien we dat dat erg gestegen is, ook in heel wat andere landen. En dat die totale oversterfte vaak ook groter is dan in België. Dat is het geval in Nederland, in New York, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk. Heel vaak is het zo dat in die landen het aantal officieel gerapporteerde COVID-19-overlijdens een stuk lager ligt dan het totaal aantal overlijdens of de totale oversterfte. In België is dat niet zo. Wij tellen vrij accuraat en het aantal overlijdens dat we rapporteren komt bijna voor 100% overeen met de gemeten oversterfte. In de tabel ziet u bijvoorbeeld dat in Nederland de oversterfte bijna 2 keer zo hoog is als het aantal officieel gerapporteerde COVID-19-overlijdens. De epidemie en de daarmee gepaarde oversterfte heeft zich als een olievlek verspreid in West-Europa en later ook Noord-Europa. De epidemie is begonnen in begin maart met het begin van oversterfte in Italië. Vervolgens is die oversterfte ook beginnen opduiken in Spanje en Nederland in de week van 9 maart. En in de week van 16 maart begon ook de oversterfte in België, net als in Frankrijk en in Engeland. Een week later is de oversterfte ook kon men oversterfte waarnemen in Zweden. Ergens eind maart, begin april werd er over bijna heel West-Europa een extreme oversterfte gemeten. De Duitse gegevens zijn daarbij niet bekend of zeer onvolledig. Vanaf 13 april is die oversterfte beginnen dalen in heel Europa, tenzij misschien nog in Engeland, waar men nog steeds zwaar getroffen is door de epidemie. We krijgen ook regelmatig de vraag van hoe vergelijkt deze COVID-19-epidemie zich met een klassiek griepseizoen, met de wintersterfte in het verleden. En op de volgende figuur ziet u hier het verloop van de sterfte in België sinds 2017. In 2017 hebben we tijdens de winter, gelijklopend met de griepepidemie, een oversterfte gemeten van 3.284 mensen. In de winter daarop, tijdens de griepepidemie van 2018, hebben we 3.093 extra doden gerapporteerd in België. In 2019 was er geen oversterfte in de winter. COVID-19 heeft ondertussen bijna 9000 extra overlijdens veroorzaakt in België. Dit is veel hoger dan de oversterfte die we in het verleden ooit hebben kunnen meten tijdens vorige griepseizoenen. Een van de ergste griepseizoenen sinds 2001 was die van de winter van 2015 en toen hebben we 4012 extra overlijdens opgemeten. Momenteel ligt die tijdens de huidige COVID-19-uitbraak bijna 2,2 keer hoger dan het zwaarste griepseizoen dat we opgemeten hebben in recente tijden. En dit ondanks de lockdown. Het is duidelijk dat, hadden we die lockdown niet uitgevoerd, de gevolgen veel erger zouden geweest zijn en die oversterfte ook heel wat groter zou geweest zijn. Dank u wel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, goedendag iedereen. Nous allons commencer cet exposé par les tendances de 2 indicateurs que nous estimons importants quant au suivi précoce de l'évolution de la pathologie au stade actuel de la pandémie en Belgique. Nous avons parlé de ces 2 indicateurs la semaine passée. Il s'agit d'une part des incapacités de travail et d'autre part des syndromes respiratoires aigus.
L'incapacité de travail est évaluée sur plus de 80 000 fonctionnaires disséminés dans tout le pays et elle nous permet d'avoir une idée très rapide de l'évolution de l'incapacité pour différentes raisons bien sûr, mais tout particulièrement ici liées au Covid au sein de la population belge. Cet indicateur qui nous avait montré une évolution très rapidement vers le haut au début de la pandémie, début mars, et qui était revenu sur la tendance classique de l'évolution au niveau du mois d'avril et du mois de mai, nous montre, comme vous le voyez sur la ligne la plus sombre, que durant la dernière semaine, cet indicateur est resté parfaitement stable et ne montre donc aucune augmentation des incapacités de travail au sein de la population des fonctionnaires belges. D'autre part, l'indicateur des infections respiratoires est celui qui est classiquement employé par le système de santé publique et donc Ciensano pour évaluer l'importance de l'impact de la grippe chaque année. Cet indicateur est normalement suivi jusqu'à peu près fin mars, courant avril, mais son suivi a été prolongé de manière à évaluer l'impact du Covid-19 qui se présente souvent dans un tableau comparable à la grippe. Comme vous le voyez, c'est ici le deuxième pic sombre après le premier pic classique de grippe. Et comme vous le voyez aussi, globalement parlant, cet indicateur n'a pas montré d'évolution péjorative durant la dernière semaine en Belgique. On peut donc dire que, d'un point de vue global, la situation par rapport à cet indicateur aussi reste tout à fait favorable. Alors, nous allons revoir maintenant ensemble les chiffres que classiquement nous vous détaillons. Le premier d'entre eux est le nombre de tests qui ont été pratiqués durant les dernières 24 heures dans notre pays. Il s'agit de 21 686 tests, ces tests ayant été à peu près pour moitié pratiqués par la plateforme nationale et pour l'autre moitié par les laboratoires cliniques. Si on s'intéresse au nombre de cas confirmés de Covid-19, durant les dernières 24 heures, il y a eu, c'est la dernière petite barre sur le graphique que vous voyez, 356 nouveaux cas. Ceci confirme la tendance à la baisse que nous avons depuis maintenant de nombreux jours et de nombreuses semaines, avec une diminution qu'on peut évaluer sur les 7 derniers jours à 10% par jour. Si on s'intéresse aux admissions à l'hôpital, il y a eu, durant la dernière journée, 67 patients qui ont été admis à l'hôpital. C'est à nouveau un indicateur dont la tendance est en baisse, en l'occurrence ici de 8% par jour. Au niveau des soins intensifs, un secteur particulièrement critique, on note actuellement encore 380 patients qui se trouvent en soins intensifs, dont 2 tiers à peu près sont en assistance respiratoire. On est donc clairement resté maintenant sous les 400 patients et je vous rappelle qu'on avait atteint plus de 1200 patients au pic de la pandémie. La tendance ici aussi est à la baisse et en l'occurrence de 4% par jour. On a malheureusement encore dû déplorer un certain nombre de décès durant les dernières 24 heures, en l'occurrence 56 décès, mais heureusement la baisse là aussi est bien présente de l'ordre de 6% par jour sur les 7 derniers jours. Alors, comme on vient de terminer cet exposé des chiffres, je dirais, classiques par les décès, nous savons tous que nous avons dû déplorer beaucoup de décès lors de cette pandémie et que cela nous a tous profondément touchés. On voudrait donc aujourd'hui clarifier un peu pour vous les chiffres belges et expliquer notre taux de mortalité par rapport aux autres pays européens. Si on ne regarde que les chiffres et sans explication, la Belgique présente effectivement un taux de mortalité élevé, comme certains pays du Sud, l'Italie et l'Espagne par exemple, un peu comme certains pays, un pays du Nord comme la Suède. Ceci s'explique par différents facteurs et entre autres par le fait que la manière de définir un cas de décès Covid positif n'est pas le même selon les pays.
En effet, dans certains pays, on ne dénombre que les cas qui décèdent à l'hôpital. Dans d'autres, on admet aussi les cas en maison de repos, mais on ne prend pas les cas qui sont Covid non testés. La Belgique a décidé de rassembler tous ces cas dans ses déclarations de décès. Et ce type de surveillance, d'ailleurs, représente ce que l'OMS recommande actuellement. Un point tel que la Belgique a été, la semaine passée, félicitée par l'OMS d'une part et par le Centre européen de contrôle des maladies pour son suivi de la mortalité, et que ce type de suivi est celui que les autres pays sont invités à suivre dans le futur. Il est donc difficile de comparer les mortalités, mais je pense qu'il est intéressant de s'attarder à une étude publiée par un journal extrêmement sérieux qui est The Economist et dont vous voyez le graphique ici, et qui parle de la surmortalité au niveau de différents pays en Europe et ailleurs dans le monde. Ceci mis en parallèle avec le nombre de cas Covid-19 déclarés tels quels. Que voyez-vous sur ce graphique? Eh bien, vous voyez que pour de nombreux pays, la surmortalité globale est nettement plus importante que la mortalité purement déclarée pour le Covid-19. Je ne prendrai que 2 exemples pour les comparer à la Belgique. L'Italie, par exemple, les chiffres étaient là arrêtés au 31 mars, a une surmortalité qui est le double de sa mortalité déclarée pour le Covid. Un pays tout aussi proche, ou même plus proche encore, qui sont les Pays-Bas, a là aussi une mortalité globale 2 fois plus importante, 8660, par rapport aux 4455 déclarés pour le Covid. Si vous regardez les chiffres belges sont les plus proches du 100%, qui veut dire qu'il y a une parfaite coalescence entre les deux. Nous avons en Belgique, effectivement, à quelques cas près, une même surmortalité globale que celle qui est liée au Covid-19. Cela vous montre effectivement que notre manière de déclarer les choses est probablement scientifiquement la plus adéquate et la plus honnête. Si on s'intéresse à la manière dont cette surmortalité s'est répandue en Europe, on peut voir sur les cartes qui vont apparaître dans quelques instants qu'au cours des semaines qui s'étalent entre la semaine 10 et la semaine 17, on a une surmortalité dans le sud de l'Europe, en Italie et en Espagne, qui remonte ainsi petit à petit vers la France, la Belgique, les Pays-Bas, une partie de l'Angleterre, qui s'étend de plus en plus dans la région en question et apparaît dans le nord de l'Europe, dont en Suède par exemple. Vous voyez qu'à la semaine 14, effectivement, cette surmortalité est particulièrement importante, qu'elle va petit à petit, par la suite, à la semaine 16, commencer à diminuer, entre autres en Italie et en France. La même chose en semaine 17 encore, au niveau de l'Espagne, avec une surmortalité qui persiste dans certains pays, mais qui clairement est en diminution. Il y a donc vraiment eu un effet tache d'huile à partir du sud de l'Europe, qui remonte petit à petit dans toute l'Europe de l'Ouest. Les chiffres que nous voyons ici pour l'Allemagne sont des chiffres difficiles à évaluer dans la mesure où l'Allemagne ne déclare la mortalité que dans une partie de ses Länder, et donc on peut difficilement voir exactement quelle est la situation en Allemagne. Pour mettre en perspective cette surmortalité par rapport à ce qui se passe pour la grippe, une notion qu'on a chaque année dans notre pays, il est intéressant de se pencher sur le graphique que vous voyez ici et qui vous montre le suivi de l'évolution de la mortalité au cours des dernières années, entre autres en saison hivernale depuis ici 2017. Qu'y voit-on? Eh bien, on y voit que chaque année, en période hivernale, on a un certain degré de surmortalité qui est parfois peu important lorsque la pathologie grippale est peu virulente. C'est heureusement le cas certaines années, mais que d'autres années, on atteint une surmortalité qui peut atteindre 3000 ou même, dans certains cas, 4000 décès. C'est effectivement nettement moins que ce que nous vivons cette année, puisque, à l'état actuel de la pandémie dans notre pays, nous sommes pratiquement à 9000 décès. Et ceci dénote effectivement que cette pathologie est clairement plus dangereuse et marque beaucoup plus la population par non seulement ses conséquences d'hospitalisation, mais de mortalité que nous avons tous vécues. Cette surmortalité que vous voyez, qui est le pic orange, correspond, comme on l'a déjà dit, parfaitement bien au pic vert, qui sont les déclarations de cas de décès sur Covid-19. Cet pic, qui est important,
heureusement, a été limité par les mesures de confinement, Illus Ansa a été encore beaucoup plus important. Et c'est grâce à vous que cette surmortalité a heureusement pu être relativement limitée. Merci beaucoup. Goedemorgen. De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag een aantal beslissingen genomen in de graduele afbouw van de maatregelen. Dit geeft voor iedereen meer perspectieven en hoop. Stap voor stap zijn er zowel privé als professioneel meer mogelijkheden. Heel veel mensen hebben echter nog vragen hoe de komende weken en maanden zullen verlopen. Het is ondertussen voor iedereen duidelijk dat de zomer anders zal verlopen dan we gewoon zijn. Hoe de zomermaanden er concreet gaan uitzien, kan niemand op dit moment voorspellen. In ieder geval zullen we ons gedrag moeten aanpassen aan de aanwezigheid van het virus. Ons gedrag van vandaag zal mede bepalen wat er mogelijk zal zijn de komende weken en maanden. Laat dit vooral een motivatie zijn om de juiste gedragingen aan te nemen de komende dagen en weken. Veel mensen kijken uit om terug in clubverband te sporten. Dit is mogelijk vanaf maandag. Uiteraard met respect voor de geldende voorschriften. Dit weekend kan u, zoals de afgelopen dagen, alleen in gezinsverband of met 2 vrienden sporten. Maandag kunnen ook contactberoepen, musea, dierenparken en scholen hun activiteiten hervatten. Al deze sectoren zijn momenteel volop bezig met de voorbereidingen om dit in alle veiligheid te laten verlopen. Het is nu aan ons om onze verantwoordelijkheid op te nemen en op een verstandige manier om te gaan met deze situatie. De afgelopen weken was er een enorme solidariteit in de samenleving. Ook de komende weken zal burgerschap ons helpen doorheen deze periode. Blijf de maatregelen en aanbevelingen opvolgen. Ze zijn er voor de gezondheid van ons allemaal. Blijf ook aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Kleine gebaren, zoals een telefoontje of helpen bij de boodschappen doen, betekenen voor deze mensen heel veel. Maak er een mooi weekend van. Als u de komende dagen zou afspreken met mensen uit uw verruimde bubbel, doe dit dan op een verstandige manier. Respecteer de fysieke afstand en spreek indien mogelijk af in uw tuin of op een terras. Indien dit niet mogelijk is, gebruik een mondmasker. Samen gaan we stap voor stap veilig vooruit. Ik wens u een prettig weekend. Bonjour. Après cet exposé peut-être un peu difficile sur la surmortalité, mais qui est important pour qu'on puisse chacun mieux comprendre la réalité et que nous comprenions en effet davantage que nos gestes et nos comportements sont importants et seront essentiels dans les semaines à venir. Nous savons tous que le Conseil national de sécurité a décidé mercredi de lever progressivement de nouvelles mesures qui ont été mises en place de manière renforcée pour la lutte contre le coronavirus. Cela nous donne évidemment à chacun d'entre nous de la perspective et de l'espoir qui est nécessaire. Étape par étape, nous allons en effet avoir plus de possibilités, tant dans notre vie privée que dans notre vie professionnelle. Et nous en sommes bien évidemment tous très heureux. Beaucoup de personnes ont encore néanmoins beaucoup de questions. Par exemple, comment se dérouleront les prochains week-ends, les prochaines semaines, les prochains mois? Il est en tout cas clair pour tout le monde que cet été, tout se déroulera différemment. À quoi va ressembler concrètement ces mois d'été? Personne ne le sait et personne ne peut le prévoir. Mais dans tous les cas, nous savons aujourd'hui que nos comportements devront être adaptés à la présence de ce virus. Nos comportements d'aujourd'hui détermineront bien évidemment ce qui sera possible de faire dans les semaines ou les mois à venir. Que ce soit dès lors une motivation pour chacun d'entre nous de respecter au mieux aujourd'hui ces recommandations et d'adapter nos gestes quotidiens. Beaucoup de personnes regardent évidemment vers leur club sportif, puisque à partir de lundi, en respectant certaines règles évidemment qui ont été données, les clubs peuvent reprendre leur entraînement. Mais ce sera à partir de lundi. Pour ce week-end, profitez de faire du sport avec les personnes avec qui vous vivez sous le même toit ou éventuellement avec 2 amis. Pour lundi encore, différentes activités pourront reprendre. On pense évidemment aux professionnels, ces professions de contact, aux musées, aux parcs animaliers ou aux écoles. Dans tous ces secteurs, beaucoup de personnes sont aujourd'hui occupées à préparer au mieux cette réouverture en toute sécurité. Ils sont dans les derniers préparatifs et nous les encourageons vivement pour que tout se passe bien à partir de lundi.
c'est maintenant à nous, et on le sait, de prendre nos responsabilités. Nous devons agir de manière raisonnable dans cette nouvelle situation qui est la nôtre. Dans les semaines passées, on a remarqué une solidarité importante dans notre société. Et dans les semaines à venir, ça va être d'autant plus important. Cette citoyenneté responsable va nous aider à traverser cette période toujours difficile. Continuez dès lors à suivre les recommandations. Elles existent pour notre santé à tous. Et n'oublions pas que nous agissons aujourd'hui pour notre santé à tous. Ayez aussi une attention toute particulière pour les personnes les plus vulnérables de notre société. Des petits gestes, comme téléphoner ou comme proposer une aide pour faire les courses, sont très importants pour ces personnes. Profitez de ce week-end et si dans les prochains jours vous allez refixer des rendez-vous avec cette bulle élargie, n'oubliez pas de le faire de manière raisonnable. Respectez un maximum la distance physique de sécurité. Fixez des rendez-vous à l'extérieur. Et si ce n'est pas possible, portez un masque ou toute autre alternative pour vous protéger les uns des autres. Ensemble, nous avançons. Nous avançons étape par étape vers un environnement plus sécurisé. Nous vous souhaitons aujourd'hui un bon week-end et nous nous retrouverons lundi prochain. On va maintenant passer la parole aux journalistes. À partir de quel seuil chiffré, par exemple du nombre de nouvelles hospitalisations, estimez-vous que la situation épidémique repart dans la mauvaise direction ? Quelle est votre analyse des chiffres actuels qui sont relatifs à la période d'il y a 10 jours ? Alors actuellement, ce n'est pas la notion de seuil qui nous paraît la plus importante, mais la tendance dans l'évolution des hospitalisations. Et je veux vous rappeler que cette tendance est systématiquement à la baisse, en l'occurrence dans les chiffres qu'on vous a présentés aujourd'hui, de l'ordre de 8% par jour. Il est bien clair que par ailleurs, quotidiennement, ces chiffres sont également suivis et qu'on en tiendra compte, mais qu'on tiendra compte aussi d'autres indicateurs aussi importants et particulièrement précoces pour permettre de voir où en est l'évolution du Covid-19, comme par exemple le nombre de nouvelles contaminations, comme par exemple le nombre de gens absents au travail ou présentant un syndrome respiratoire aigu. C'est sur base de ce réseau d'indicateurs, plus que sur un indicateur bien particulier, que nous allons suivre la pathologie et que nous devrons être capables, si nécessaire, de réagir en temps voulu. Vanaf welke drempelwaarde, bijvoorbeeld van het aantal nieuwe hospitalisaties, schatten jullie dat de epidemie opnieuw in de verkeerde richting evolueert? En hoe schat u de huidige cijfers in die eigenlijk verwijzen naar onze interacties van 10 dagen geleden? Wel, een specifieke drempel werd niet gedefinieerd. Op dit ogenblik vinden we het belangrijker om de trends op te volgen. En zoals u gehoord hebt, zijn die trends nog altijd dalende op dit moment. Dus we zien op dit moment zeker nog geen effect of negatief effect van de versoepeling van de maatregelen. Het is misschien nog ook iets te vroeg om dat te kunnen opmerken. Het aantal hospitalisaties bijvoorbeeld zakt momenteel gemiddeld met 8% per dag. De R-waarde van vandaag is 0,78. Die wordt onder andere ook berekend op basis van het aantal nieuwe hospitalisaties. Dus die trends die zitten nog altijd heel goed. Het is ook zo dat we veel ruimer kijken dan enkel het aantal hospitalisaties, want dat is een vrij late parameter. In die evaluatie kijken we ook naar de vroege indicatoren, zoals de afwezigheid op het werk, het aantal griepklachten bij de huisarts, als ook het aantal nieuw gerapporteerde besmettingen. Merci, c'était la seule question qui nous était parvenue. Nous allons donc nous retrouver lundi pour un prochain moment d'information important pour vous, pour chacun d'entre nous. D'ici là, donnons l'exemple. Nous l'avons vu ces derniers jours, nous l'avons tous constaté, tout le monde fait beaucoup d'efforts pour pouvoir respecter au mieux ces consignes. Ayons confiance les uns envers les autres et avançons donc ensemble en respectant ces consignes ce week-end et dans les semaines à venir.
Samen gaan we stap voor stap veilig vooruit. Dank u wel.